Bienvenue dans la série de webinaires de l'Institut géopolitique de l'ESCP. Aujourd'hui, nous allons aborder l'industrie pharmaceutique et le médicament. La récente crise du Covid a mis en lumière les enjeux stratégiques liés à cette industrie, avec tout particulièrement les chaînes de valeur mondialisées et les dépendances critiques. Les questions de politique industrielle et de souveraineté pharmaceutique sont plus que jamais d'actualité. Nous posons donc cette question de fond. Comment les États et les entreprises redéfinissent leur stratégie face aux tensions géopolitiques, aux pénuries et aux nouvelles dépendances? Afin de mieux comprendre la situation actuelle et d'en décrypter les enjeux, nous avons le plaisir de recevoir trois experts. Tout d'abord, Monsieur Éric Bazeillac, médecin et consultant en gestion et politique de santé, membre de l'Académie nationale de pharmacie, chargé de cours à l'ESCP Business School, et il vient de publier aux éditions L'Harmattan Mythologie du médicament. Merci d'être avec nous. Nous recevons aussi professeur Frédéric Jallat, professeur de marketing à l'ESCP, mais aussi directeur du master spécialisé de management biopharmaceutique, on n'a pas l'habitude de le dire en français, de notre école, excusez-moi pour ça. Il a récemment publié un article dans The Conversation sur le manque d'attractivité de la France dans la recherche clinique. Enfin, nous sommes ravis d'avoir parmi nous Madame Clotilde Jolivet, économiste, diplômée de l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Clotilde Jolivet a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique et exerce depuis plus de 15 ans en tant que directrice des affaires gouvernementales dans ce secteur. Nous allons commencer avec une intervention de Monsieur Bazillac qui va ouvrir la discussion avec une map monde de l'industrie pharmaceutique et une présentation des enjeux globaux, souveraineté, prix, localisation, pour en citer quelques-uns. La discussion continuera avec professeur Jallat qui apportera son expertise sur des sujets comme les biotechnologies, secteur clé de la santé, et qui abordera la stratégie de l'Europe et plus particulièrement de l'Espagne. Enfin, Madame Jolivet nous éclairera quant au rôle du secteur public, les procédés de décision des acteurs privés, les choix opérationnels dans cet univers hautement stratégique et mondialisé. Il y aura, comme d'habitude, bien sûr, ensuite du temps pour des questions et le débat, qui seront modérés par mon collègue, co-directeur de l'Institut, professeur Maxime Lefebvre. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet Q&A, questions et réponses, tel que vous le trouvez ci-dessous. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Éric Bazeillac, qui va débuter ce webinaire, dont je rappelle le titre, Médicaments, enjeux géopolitiques, stratégie industrielle et souveraineté sanitaire. C'est à vous. Merci beaucoup, Vanessa. Très heureux de partager ce moment avec vous tous. Euh, pour prendre conscience de la réalité géopolitique du médicament, puisque c'est sous cet angle-là qu'il nous est proposé de l'aborder, et puis derrière, vous le verrez, des enjeux et des défis que ça soulève, il faut d'abord, effectivement, de mon point de vue, dessiner des maps mondes. Alors, c'est pas facile parce que je n'ai que ma parole pour dessiner ces maps mondes devant vous, et je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, en fait, il est intéressant de regarder quatre maps mondes s'agissant du médicament. D'abord, celle du futur, c'est-à-dire celle de l'innovation qui va nous faire prendre conscience des forces en présence concernant les médicaments qui vont arriver et qui seront les enjeux de notre futur. Puis la map monde de la production, où sont produits aujourd'hui les médicaments dans le monde. La map monde des marchés, bien sûr, où se valorisent ces médicaments. Et puis la map monde des besoins, où sont les peuples, où sont les populations qui demain, vous verrez, auront le plus besoin de nos médicaments. Alors d'abord, la map monde de la recherche et du développement. Quand on essaie de la dessiner, il y a une chose qui saute immédiatement aux yeux, c'est la bipolarisation. Le monde de la recherche et de l'innovation, en quelques années, s'est bipolarisé entre d'un côté les États-Unis et de l'autre, ça ne vous étonnera qu'à moitié, la Chine. Alors, en fait, cette map-monde de la R&D, c'est la map-monde de la route des universités, c'est la map-monde qui suit la localisation des startups qui aujourd'hui, vous le savez, produisent 60% des médicaments innovants, qu'ils soient vendus par des big pharma ou autres, proviennent de ces startups. Et puis, c'est la map-monde, évidemment, des endroits où se trouvent les financements. Il y a une courbe, un indicateur que j'ai choisi pour essayer de rendre concret ces dynamiques et cette bipolarité. C'est celle des parts de marché, si j'ose dire, des essais cliniques initiés dans le monde. Où est-ce que ces essais cliniques qui testent les nouveaux médicaments ont été initiés dans le monde en 2023? Eh bien, pour 34% d'entre eux, c'est aux États-Unis et dans une dynamique qui est assez stable depuis 10 ans. L'Europe se situe
à 23%. Vous imaginez la marche d'escalier. Et dans une dynamique qui est dégringolante. 10 ans auparavant, nous étions les premiers au monde, avec 38% d'essais cliniques initiés en Europe. Et la Chine? Eh bien, la Chine a croisé l'Europe, figurez-vous, en 2022. La Chine est aujourd'hui à 28%. Voilà comment se répartissent les forces de l'innovation dans le monde aujourd'hui. Alors, intéressons-nous maintenant à la map monde de la production. Cette map monde de la production, elle est le résultat d'une fragmentation en fait de cette chaîne de production. Deux choses se sont passées au début des années 2000, qui sont le fruit, vous savez, de la contrainte budgétaire qu'ont exercé notamment les pays occidentaux sur le médicament, parce que la demande étant solvabilisée par les systèmes d'assurance maladie, très vite s'est posée la question de la dette, ou en tout cas de l'équilibre budgétaire. Et pour répondre de manière presque réflexe à cet enjeu de compression de leur marge, les industriels du médicament ont d'abord pensé à réduire leurs coûts de production. Et ils l'ont fait de deux manières. Ils l'ont fait d'abord en monosourçant. Ce qu'on appelle le monosourcing, c'est répondre à la question de pourquoi, au fond, je m'embêterais à avoir plusieurs producteurs de sources de principes actifs, ce qui est à l'origine de médicaments dans le monde. Il suffirait d'aller juste chercher le moins cher et de se contenter qu'il soit même unique. Et ça s'est fait évidemment au profit de la Chine. C'est là où on trouve les grandes fabriques de principes actifs les moins chers dans le monde. Et puis le deuxième phénomène, c'est la fragmentation, comme je vous disais. Ils se sont dit, mais au fond, pourquoi est-ce que je ne découperai pas ma chaîne de production en autant de petites étapes qu'il est possible d'aller faire fabriquer tel ingrédient, tel autre dans les pays les mieux disants, évidemment, sur le plan économique. Et voyez-vous, tout ça, ça aboutit à quelques chiffres. 80% des principes actifs des médicaments que nous consommons aujourd'hui en Europe proviennent de Chine et un petit peu d'Inde. Et puis, deuxième chiffre très intéressant, 70% des médicaments qui sont consommés aux États-Unis aujourd'hui sont importés depuis l'Europe et sont essentiellement des produits finis. Vous voyez donc se dessiner cette map monde de la production, qui est une map monde au fond qui va, on pourrait dire, du levant, de l'orient des principes actifs vers l'occident des produits finis. Troisième map monde, celle des marchés. Or là, il y a un géant qui s'impose depuis très longtemps et qui, de mon point de vue, va s'imposer pour très longtemps encore. Ce sont évidemment les États-Unis. Les États-Unis représentent aujourd'hui 45% des parts de marché en valeur, hein, en milliards de dollars, du marché pharmaceutique mondial. 45%. Et les États-Unis, au fond, c'est un pays qui, à l'échelle du monde, compte relativement peu d'habitants, 350 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas par les volumes qu'ils ont généré cette valeur, c'est par les prix. Donc, on peut dire que la dynamique, la croissance de la valorisation du marché américain, elle se fait essentiellement par les prix. Et quand on regarde ça en dynamique, notamment pour les prochaines années, eh bien, on peut s'inquiéter parce que les mots d'ordre politiques américains, d'ailleurs qui ne sont pas spécifiquement trumpiens, ils ont précédé Trump, ils ont été aussi suivis avec Obama, ils ont été suivis par le président Biden, c'est l'obsession, à travers l'Inflation Reduction Act, vous le savez, c'est l'obsession de réduire la différence de prix entre les États-Unis et l'Europe. Je rappelle que les prix américains sont en moyenne 3 fois plus élevés que les prix européens. Donc, vous voyez, une part de marché considérable, presque la moitié du marché du monde pharmaceutique, mais pour l'avenir, une volonté de maîtriser, de contrôler ce qui a fait la croissance de leur marché, c'est-à-dire la valorisation par les prix. L'Europe, dans cette affaire, 100 millions d'habitants de plus que les États-Unis et seulement 25% des parts de marché pharmaceutique mondial. La France, au passage, pour nous situer, 3%, alors qu'il y a 10 ans, nous avions plus de 5%. Hein. Mais l'Europe, 25% seulement. Pourquoi? L'Europe, c'est un marché de volume dont la demande est solvabilisée par des systèmes d'assurance maladie qui sont existants depuis très longtemps. Et l'Europe est un marché solvabilisé socialement, si j'ose dire, qui évidemment est très sensible à la contrainte budgétaire et donc est très sensible à la maîtrise de cette valorisation par la réduction des prix. Et voilà pourquoi la dynamique du marché européen, eh bien, elle est assez péjorative. En tout cas, l'Europe offre une croissance, certes, encore du médicament, mais qui diminue et qui est très menacée pour l'avenir à cause de cette régulation économique. La Chine, dans cette affaire, c'est encore un nain, 8% du marché pharmaceutique mondial, mais 1,5 milliard d'habitants. Et donc des facteurs dynamiques pour l'avenir, mais qui sont considérables, qui sont tirés par quoi? Par les volumes,
des besoins sur le marché intérieur, qui est loin encore d'être couvert, bien sûr. La perspective de ce point de vue-là du vieillissement de la population chinoise, elle est plutôt favorable. Une population qui vieillit est une population qui consomme plus de médicaments. Et puis, autre dynamique à l'œuvre, l'ambition politique. Je vous rappelle que dans le plan Made in China 2025, hein, le claim, c'est devenir de sous-traitant à première puissance pharmaceutique mondiale. Et ils vont le faire comment? Ils vont le faire par l'innovation, confère ma MapMonde de la R&D. Ils vont le faire par l'innovation en offrant au monde des innovations à bas coût, puisque évidemment leur coût salarial est très faible, qui ne seront pas encore trop encombrés de normes environnementales. Et donc cette innovation à bas coût, eh bien, elle va envahir le monde où se situent les besoins de demain, c'est-à-dire le monde des continents en développement. Et vous savez comme moi, la présence de la Chine, déjà très forte sur ces continents, et tout cela n'est pas un hasard. Alors je termine par cette map monde justement des besoins de demain. Eh bien, vous voyez, c'est frappant de voir à quel point nous négligeons le fait de savoir qu'en 2050, un quart de la population humaine sera africaine, la moitié de la population humaine sera asiatique. Vous avez donc des besoins, évidemment, qui vont se faire ressentir à la mesure où, je pense notamment au continent africain, ce continent s'équipera dans les différents pays, et c'est déjà très dynamiquement à l'œuvre, de systèmes de couverture maladie obligatoire, de systèmes de remboursement des médicaments. Alors, toute cette analyse descriptive, et j'en conclus par là, des mapmondes, elle est intéressante parce que d'une part, elle nous fait remarquer l'incohérence de ces mapmondes, elles ne se superposent pas, hein. On innove dans des endroits, on produit dans d'autres, on a besoin de ces médicaments dans de troisième, on les valorise dans de quatrième, et il va falloir mettre tout ça en cohérence, et ça fait émerger d'emblée deux ou trois défis. Je vous cite simplement leur, leur définition, leur titre, si vous voulez, pour vous tendre un peu la perche, et si vous souhaitez qu'on les approfondisse, ça pourra faire l'objet des questions. Pour moi, le premier défi, c'est l'universalisation de la demande. C'est un fait auquel l'industrie pharmaceutique, de mon point de vue, ne s'intéresse pas assez et sur lequel nous devrions largement réfléchir. La demande de médicaments demain, et notamment d'innovation, elle est universelle. Et je ne parle pas que des pandémies mondiales. C'en est fini du temps où l'industrie pharma pouvait lancer une innovation dans un coin du monde, évidemment le monde solvable, en se disant bah, les autres attendront. Non, aujourd'hui la demande est massive et elle est universelle. Ça pose deux questions. Comment mettre en place une politique de prix équitable, de prix du médicament, notamment innovant, adapté au pouvoir d'achat des différents pays? Et là, l'industrie pharmaceutique a beaucoup progressé sur cette voie. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on adapte nos capacités de production industrielle à cette demande pour 8 milliards de terriens demain? Et ça, c'est une question brûlante, on l'a vu apparaître à travers la Covid. Deuxième enjeu pour moi, c'est celui de la souveraineté. Et c'est un enjeu éminemment d'actualité, vous le voyez, avec les discussions autour des taxations américaines. C'est un enjeu qui est un enjeu stratégique majeur pour les pays, la souveraineté pharmaceutique, et qui a été révélé au moment de la crise Covid, alors que les forces qui l'ont imposé sont à l'œuvre depuis très longtemps. Il y a plusieurs critiques ou questions critiques qui se posent derrière cet enjeu. C'est quoi un espace géopolitique souverain en matière de pharmacie? Tout ça, c'est des questions évidemment tout à fait intéressantes. Quel modèle économique pour garantir cette souveraineté? Pour moi, la question la plus actuelle, on pourra y revenir au moment des questions, c'est euh, au fond, et c'est l'exemple américain qui nous montre ça, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est pertinent pour tout le monde d'organiser ou d'imposer cette question à la face du monde en termes de compétitivité? Autrement dit, est-ce que ces souverainetés de pharmaceutique qui sont légitimes pour chacun des continents ou des sous-continents ou des parties du monde doit être un enjeu compétitif? Personnellement, je pense que non, et qu'on est bien mal parti si on va sur cette pente. Euh, pour passer la parole à mes collègues et en guise de transition, je pense qu'il y a un autre enjeu qui me vient à l'esprit, qui est celui de la place de l'Europe. Vous avez vu dans ces maps-mondes qui essentiellement sont bipolarisés, au fond, hein, entre l'Orient et l'Occident, entre la Chine et les États-Unis, pour faire court, quelle est la place de l'Europe? Quelle sera la place de l'Europe? Là, on a le choix, on est à la croisée des chemins entre devenir un comptoir de vente, c'est une pente paresseuse, assez facile, on pourrait en tirer des bénéfices, acheter nos innovations aux Chinois pas cher, etc. Ou bien garder la maîtrise de notre destin, c'est quand même plus glorieux. Et pour ça, il va falloir qu'on se pose des questions fondamentales. C'est quoi nos valeurs ajoutées? Voilà, je laisse la parole
à mes collègues qui vont, je crois, prospérer sur ces différentes directions. Mille merci, Eric. Je crois que c'est à moi de parler. Cher Eric, mon ami, mon frère, senior fellow et directeur des affaires économiques et internationales, euh, tu vas à nouveau brillamment sévir auprès de nos chers petits du master management biopharmaceutique. Et je suis ravi de cette capacité que tu as de faire de choses complexes, des choses parfaitement compréhensibles. Donc, merci à toi. Je vais essayer de rebondir de manière très opportuniste sur deux ou trois choses que tu as soulignées. Sur l'accès, il y a l'accès aux médicaments, mais également l'accès à l'innovation. Et en cela, le développement clinique est aussi une marque, un marqueur de la capacité non seulement des pays à être compétitifs en matière d'innovation, mais également de la capacité des pays à fournir à leurs citoyens des produits innovants et de qualité. Donc, c'est une première problématique qui, malheureusement, ne va pas trop dans le sens du vent de la France slash de l'Europe. La deuxième chose, c'est la souveraineté pharmaceutique. Tu l'as parfaitement souligné, je ne reviens pas dessus. La troisième chose, peut-être, c'est la diplomatie sanitaire. On en a eu un exemple au moment des vaccins, lors de la pandémie, où les vaccins pouvaient faire partie du jeu, du package diplomatique et de la relation interétatique. Les nouveaux acteurs, tu les as parfaitement soulignés de manière pédagogique comme d'habitude. Peut-être pourrais-je rajouter aussi les défis à venir. Bien sûr, le défi environnemental, le défi numérique, puisque le numérique prend une part de plus en plus importante dans ces industries, les problèmes de données de santé, les problèmes de cybersécurité, de protection des données. Là encore, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes venant d'Europe. Ça commence mal quand Microsoft, par exemple, gère le système des données de santé français, quand bien même ils nous promettent évidemment la main sur le cœur de garder tout cela confidentiel. Et enfin, le problème de l'éthique. Tu l'as souligné incidemment, mais effectivement, est-ce que le médicament finalement est une marchandise comme une autre, ou le médicament peut être considéré comme un bien commun de l'humanité, en tout cas un bien commun à partager avec les pays. Donc, le médicament, peut-on dire, à l'issue de ta brillante présentation, est un levier de puissance, de dépendance ou d'indépendance, d'émancipation, au cœur des rapports de force mondiaux. Et si je reviens sur le discours fleuve, comme souvent, de notre président Macron à la Sorbonne l'année dernière, il a assez clairement mis en exergue, ça n'était pas le premier d'ailleurs, mais en tout cas, il a repris un certain nombre d'études qui mettaient clairement en exergue 5 secteurs stratégiques pour l'Europe. Et ces secteurs stratégiques sont l'informatique quantique, les biotechnologies et plus largement la santé qui nous agitent et nous réunissent aujourd'hui, les énergies propres et les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle et l'aérospatiale. Je crains malheureusement, mais c'est un point de vue strictement personnel, que sur ces 5 secteurs, deux ou trois soient déjà perdus et ça renchérit encore les avertissements et les signaux que tu nous as montrés clairement en superposant les maps mondes et en soulignant qu'il y a malgré tout et malheureusement une perte de vitesse généralisée ou généralisable à l'Europe et en particulier en France. Les défis à relever, parce que nous avons quand même aujourd'hui encore un écosystème relativement compétitif, c'est celui de la recherche académique, des réseaux hospitaliers, de l'expertise en matière justement de développement clinique, des cultures réglementaires. Alors la culture réglementaire, on s'en prévaut souvent comme une force, elle est exigeante en Europe. Est-ce que ce n'est pas non plus un frein, surtout quand on la compare aux deux piliers dont tu as parlé, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre.
Et puis enfin, l'intégration européenne qui pose toujours un vrai problème puisqu'elle n'est pas faite et que en ce domaine, si j'ai bien compris, mais Clotilde nous le précisera certainement, eh bien, il y a une relative, on pourrait dire indépendance si l'on veut trouver un terme positif, hein, mais une relative division, peu d'unité en tout cas, en matière de décision sanitaire et de santé. On en a eu là encore la preuve. Alors parfois pour le mieux et souvent pour le moins bien. Au niveau de la pandémie et de la capacité de l'Europe à peser de tout son poids dans les relations diplomatiques et internationales à ce moment-là. Alors peut-être pour finir et finalement boucler avec ce que tu as fort bien montré, c'est vrai, Vanessa, que j'ai eu le bonheur, d'ailleurs, en, en collaboration avec l'une de mes brillantes étudiantes au sein du master, d'écrire d'écrire un court article sur la vision comparée d'un pays qui va plutôt bien et de mieux en mieux en termes de place sur le podium, à savoir l'Espagne, par rapport à la France qui perd des places là encore. Donc aujourd'hui, en termes de développement clinique, l'Espagne est numéro un en Europe. Vous voyez que l'Espagne, quand les pays vont bien, finalement, on a des marqueurs qui vont bien un peu partout, mais néanmoins, notamment, pardon, sur le marché de la santé. Je rappelle que les essais cliniques sont extrêmement exigeants. Hein, c'est 10, 15, 20 ans de développement, un risque important, et jusqu'à 2 milliards d'investissements en euros. Sur l'ensemble d'un lancement-développement de médicaments, on peut dire que les essais cliniques représentent à peu près 80%, disons entre 2 tiers et 90% des coûts totaux. Donc c'est un enjeu absolument stratégique. C'est un enjeu stratégique parce que ça va probablement conditionner en aval les choix de pays d'implantation pour les industriels. On en a parlé, c'est aussi un choix stratégique en termes d'accès à l'innovation pour les citoyens du pays concerné. Et puis, c'est aussi un choix stratégique en termes de développement de compétences et de capacités en matière d'innovation. Alors, que peut-on retirer de l'Espagne? Il y a effectivement un élément absolument essentiel dans le choix que peuvent avoir des acteurs pharmaceutiques pour choisir et privilégier plutôt un pays que l'autre, c'est la rapidité à mobiliser les compétences requises pour faire ce développement clinique. L'Espagne, leader européen désormais, démontre qu'elle a des délais raccourcis par rapport à la France, que ses procédures sont centralisées et plutôt plus efficaces, ce qui est finalement assez paradoxal pour un pays qui, a priori, certes est centralisé, mais travaille aussi beaucoup sur le plan régional, par rapport en tout cas à la France. Et puis, un partenariat industrie, hôpitaux, pouvoir public beaucoup plus développé, avec d'ailleurs un soutien à l'innovation, un soutien qui peut être fiscal ou qui peut être des incitations financières et qui peuvent être régionales. Donc on voit en Espagne des pôles d'excellence en oncologie ou dans un certain nombre de thérapeutiques où les Espagnols, effectivement, figurent en très bonne place, souvent en termes de leader. Les leçons pour la France vis-à-vis du modèle espagnol, simplification, une fois encore, là encore, et là toujours, et là encore et encore, accélération, investissement, coopération, notamment coopération publique-privée, ou disons de manière générale, inter-parties prenantes. Voilà, Clotilde, j'ai été peut-être toujours un peu théorique, mais grâce à vous, on va voir la réalité concrète de ce que l'on a pu dire, Eric et moi, au niveau des laboratoires pharmaceutiques et des acteurs de santé. Très bien, merci beaucoup Frédéric et bien sûr merci Eric aussi pour la vue très stratégique. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vous avez présenté tous les deux, c'est finalement un petit peu
ce que regardent les entreprises quand elles vont faire des choix. Parce que finalement, ce qu'on vient de discuter, c'est les résultats d'actions à la fois des pouvoirs publics, des décisions politiques avec des fois des effets inattendus, comme on peut voir actuellement avec les États-Unis, mais en général plutôt des politiques publiques qui visent à répondre à un objectif. On a parlé des politiques d'attractivité, on a vu le Inflation Reduction Act aux États-Unis, il y a plein d'éléments, et puis les réponses européennes. Et effectivement, les entreprises pharmaceutiques ont quand même la particularité encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'innovation sur des biotech et des startups, quand on regarde quand même aujourd'hui les acteurs, c'est plutôt des multinationales. Si vous regardez le top 10 de l'industrie pharma, d'abord au début, vous avez surtout des entreprises américaines extrêmement réputées, de très très grande taille, mais globalement, même si vous regardez le top 20, vous restez sur des entreprises multinationales. Et ces acteurs économiques, ce qu'ils font, ils regardent en fait ces MapMondes, ils regardent ces éléments et quelque part, passez-moi l'expression qui n'est pas forcément extrêmement académique, mais ils font un peu leur course en tenant compte notamment des efforts d'attractivité. Et on parlait tout à l'heure de l'Europe, c'est vrai que l'Europe a un vrai sujet d'attractivité, coincé quelque part entre les États-Unis et la Chine, mais elle a en plus ce sujet de la fragmentation par 27 États membres qui fait que ces politiques d'attractivité, en fait, elles se concurrencent les unes les autres. Vous parliez très justement de l'énorme effort qu'a fait l'Espagne pour attirer des études cliniques, qui est le nerf de la guerre sur la mise au point des médicaments. Certaines régions belges ont fait la même chose. La France, au moment d'un conseil stratégique des industries de santé, il y a quelques années, avait aussi essayé de simplifier. Donc on se fait aussi de la concurrence entre États membres, et je ne vous parle même pas d'une décision qui amènerait à faire des nouvelles capacités de production pendant le Covid, malgré des gros efforts de la Commission européenne de constituer une réponse coordonnée, notamment l'achat de vaccins contre la Covid. En fait, les États membres ont continué à se concurrencer les uns les autres. Et je pense, Eric, tu disais très justement que les guerres de compétitivité ne sont pas forcément la bonne solution. En tout cas, c'est une réalité dans laquelle, effectivement, nos entreprises pharmaceutiques agissent. Et donc, en fait, effectivement, on va regarder à l'échelle mondiale où est-ce que c'est le plus attractif. Ça paraît un peu basique, mais c'est quand même la réalité. Et on le fait en tenant compte d'éléments complémentaires peut-être aux enjeux qu'on a dans le secteur. C'est le premier, c'est le taux de risque qui est extrêmement élevé. La probabilité de ne pas arriver à mettre au point un médicament est extrêmement élevée, ce qu'on appelle dans notre jargon le taux d'attrition, entre le moment où vous avez une molécule qui fonctionne et le moment où vous avez vraiment un patient qui est traité avec, au-delà du temps que ça prend. C'est extrêmement risqué et ça change, et c'est en plus des cycles très longs, Frédéric, vous l'avez dit très justement. Donc ça change change la façon dont vous allez prendre une décision. Où est-ce que je fais cette recherche? Où est-ce que je fais cette production? En gardant en tête, et je pense que c'était très compréhensible avec le fait, Eric, que tu disais que ces MapMondes ne sont pas superposables, c'est que nos activités dans nos entreprises, elles sont quelque part vraiment elles-mêmes multinationales. C'est-à-dire qu'un processus de recherche d'un nouveau médicament, on ne peut pas dire, et d'ailleurs c'est amusant, c'est souvent une demande des pouvoirs publics. Quand vous allez en rendez-vous en France, dans les ministères, à la santé, à Matignon, à l'Élysée, on dit, mais alors ce médicament, il a été inventé où? En fait, il a été inventé partout. Parce que la recherche académique, elle est globale. Les chercheurs se parlent par-dessus l'Atlantique et d'autres océans, mais c'est la même chose dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, finalement, cette question de dire où est la souveraineté, enfin, moi, je pousse même le sujet, enfin, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? En fait, la vraie souveraineté, c'est quand même un sujet qu'arrive à faire aujourd'hui l'Europe, c'est-à-dire comment je baisse ma dépendance à un certain nombre de régions. Et peut-être deux exemples là-dessus qui sont intéressants. Effectivement, pendant le Covid, tout le monde s'est rendu compte que les médicaments, il fallait que les principes actifs soient fabriqués par les Chinois et les Indiens. Quand il y a eu en 2022 l'attaque russe contre l'Ukraine, on s'est tous également rendu compte que notre énergie était extrêmement dépendante de ces régions-là. Bon, on a un peu réduit
notre consommation. Je ne sais pas, vous vous souvenez, il y a eu ce grand plan hiver par le ministère de l'Industrie qui a consulté toutes les entreprises françaises en disant comment vous pouvez consommer moins d'énergie parce qu'on va être sûr, on ne va pas se faire couper le gaz par la Russie. Bah, en fait, sur la santé, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas dire aux gens, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez être un petit peu moins malade, parce que là, on dépend tellement de la Chine et de l'Inde que ça va être compliqué de tenir. Donc, on s'est retrouvé quand même à prendre des décisions économiques dans les entreprises qui sont complètement liées à cette géopolitique, mais on en est les acteurs, c'est-à-dire on en est responsable. Je pense, le mouvement qui a le plus changé ce que nous avons fait en tant que secteur, c'est la politique du tout générique en Europe qui est une très bonne politique publique. Je vous parlais tout à l'heure d'objectifs poursuivis. L'objectif poursuivi, c'est de réduire les dépenses des systèmes de santé nationaux. Le générique fait parfaitement le job. Donc ça fonctionne. Sauf en fait, ça a effectivement incité à cette délocalisation d'une partie de la production. Donc les acteurs économiques ont pris des décisions qui étaient totalement contraires aux objectifs poursuivis par les politiques publiques. C'est toute la difficulté. Et peut-être pour finir mon propos, euh, il y a quelque chose qui est assez intéressant si on regarde, et ça serait intéressant d'aller un petit peu creuser, puisque vous savez que les actions vous parliez, Frédéric, de la diplomatie sanitaire et des relations géopolitiques que le public et le privé ont quand même accéléré pendant le Covid. Donc, c'est intéressant de regarder dans ces publications, vous savez qu'on a des registres où nous déclarons nos actions de lobbying qui sont publiques, d'aller voir un petit peu comment ces sujets sont montés depuis 2020. Ça serait intéressant à creuser. Pour autant, c'est quand même un sujet qui avait avant posé sur la table. Le secteur pharmaceutique, qu'Éric a défendu pendant de longues années et il sait parfaitement de quoi je parle. Ça fait des années que ce secteur dit nous sommes un secteur stratégique et il faut nous aider autant qu'on aide la défense ou d'autres secteurs industriels, par exemple l'automotive, enfin l'automobile en Allemagne. Donc nous-mêmes, en tant que secteur, on a un peu plus investi la sphère de politique, on a plus pris conscience qu'on ne pouvait pas se contenter de discussions à droite à gauche sur aidez-moi au Quai d'Orsay pour faire un tech transfert dans un pays, aidez-moi pour un marché, parce que pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais avoir une vision beaucoup plus globale, et ça change la façon dont on interagit avec les pouvoirs publics. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Je pourrais donner plusieurs exemples dans la suite de nos échanges, mais il y a des tas de concrétisation de cette action politique de la part du secteur qui montre qu'on a quand même basculé dans autre chose, et aussi parce que les pouvoirs publics étaient prêts à le faire. Donc c'est un petit peu la donne dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, merci à tous les trois. Je crois que vous avez bien brossé le tableau, hein, et les enjeux. Moi, j'ai quelques questions, évidemment, préparé quelques questions à poser, mais je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat. Et donc, avant que je pose mes questions, il y a une première question qui concerne les décisions américaines sous l'administration Trump de détruire des contraceptifs vis-à-vis de l'Afrique. Et est-ce qu'il serait possible de protéger, hein, ces médicaments à utilité publique par des organisations internationales? Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très facile, mais est-ce que l'un de vous trois souhaiterait répondre sur ce sujet? Alors, c'est extrêmement pointu, mais peut-être effectivement, il y a des acteurs qu'on n'a pas évoqués et qui sont intéressants à comprendre dans cette vision géopolitique. Il y a quand même des acteurs, des NGOs, enfin des acteurs non gouvernementaux, qui agissent très fortement dans la santé. J'en citerai deux. Alors, ça ne correspond pas directement à la question qui est extrêmement pointue, mais bien sûr, BMGF, la Bill and Melinda Gates Foundation, qui, comme vous le savez, a investi énormément le champ de la santé, et qui est donc un acteur qui est ni le public ni privé, qui est une troisième catégorie d'influenceurs de très très haut niveau et très haut impact. Il y a également l'alliance Gavi, qui vise à mettre à disposition des vaccins
à l'échelle mondiale. Et on parlait tout à l'heure, Frédéric, vous parliez tout à l'heure de l'Afrique, Eric aussi. L'Afrique, c'est le grand oublié hein, même de notre conversation. Quand le Covid est arrivé, on a tous rééchangé des cartes du monde avec les sites de production de vaccins. Bah, c'est très simple, hein, c'est sur une bande de l'hémisphère nord dans les pays développés et c'est extrêmement limité. Et donc, certains acteurs de ce type NGO, effectivement, essayent de venir euh, contrebalancer les interventions qu'il peut y avoir entre public et privé. Alors voilà, on n'est pas directement sur la question des contraceptifs américains que je ne connais pas, mais je pensais, ça m'a fait voilà, songer qu'il y a aussi ce type d'acteurs qui peut-être typiquement pour ce sujet où il s'agit du bien commun, peuvent être importants pour trouver des solutions pour les patients. Alors moi, j'ai peut-être une question par rapport Attends, au... Maxime, puisqu'il Vas-y. est question de géopolitique et que nous sommes européens, je voulais également souligner qu'il y a de gros acteurs, Novo Nordisk par exemple, hein, chez nos amis danois, qui représentent là encore un des labos majeurs dans le monde, avec une capitalisation tout à fait incroyable, même si cette capitalisation en a pris un coup entre l'année dernière et cette année, on est quand même sur parmi les premières capitalisations européennes. Ça a été la première capitalisation européenne il y a 2 ans. Et puis, pour reparler de fondation, la fondation Novo Nordisk est plus importante. Très bien. J'ai une question dans le chat, donc je donne la priorité aux questions du chat qui relèvent de la souveraineté sanitaire. Est-ce que c'est de tout rapatrier comment établir l'équilibre entre besoins de sécurité nationale et puis l'intégration dans une chaîne, je dirais, d'approvisionnement, de répartition du travail qui profite aussi de la baisse des coûts. Mhm. Et j'en profite pour ajouter sur cette question de souveraineté, parce que c'est vrai que Frédéric mentionnait tout à l'heure le discours d'Emmanuel Macron l'année dernière, mais c'est vrai que la question de l'autonomie stratégique européenne et le fait que la santé en fait partie a quand même été beaucoup boosté par la pandémie de Covid et la santé figurait parmi les grands secteurs justement de cette autonomie stratégique. Est-ce que vous pensez tous les trois que l'Europe en fait assez, qu'elle a pris les mesures qu'il faut? Il y a le rapport, par exemple, Draghi, hein, qui, l'an dernier, faisait quelques préconisations. Je pense notamment à l'espace des données de santé, donc la numérisation qu'a évoqué Frédéric. Il y a la question aussi de l'intégration de l'IA, la question aussi de la réglementation qu'il faut peut-être effectivement rendre plus efficace. Est-ce que je crois qu'il y a aussi un IPCEI hein, parmi les projets industriels, les projets d'intérêt européen commun qui ont été lancés. Il me semble qu'il y en a un sur la santé. Donc voilà, autour de ces questions de souveraineté sanitaire, est-ce que vous pensez qu'on en fait assez, que c'est efficace et qu'on a le bon arbitrage entre sécurité et puis efficacité? Peut-être Eric en premier? Je veux bien essayer, oui, Maxime, peut-être de reprendre un tableau plus général pour creuser ce sujet de la souveraineté et de laisser mes collègues, et j'imagine notamment Clotilde, creuser l'aspect plus européen. Mais moi, j'ai bien aimé la façon dont Clotilde présentait le sujet de la souveraineté dans son propos en disant, au fond, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de diminuer la dépendance. Et diminuer la dépendance aux autres, en tout cas à ces autres qui nous mettraient à risque en cas de besoin, c'est pas forcément relocaliser. Il faut relocaliser, c'est absolument indispensable, mais la relocalisation n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse à l'enjeu stratégique de la souveraineté, de l'autonomie, autre mot que l'on peut employer. Alors, donc il y a des degrés. Et je pense qu'il faut relocaliser ce qui est absolument, au fond, ce qui répond à deux enjeux, qui est des médicaments d'intérêt à la fois sanitaire. Il y a une liste qui a été faite, il y a même plusieurs listes qui ont été faites, mais notamment à l'échelle européenne, et en même temps des enjeux stratégiques. Hein, le concept de médicaments d'intérêt sanitaire et stratégique qui avait été promu par le LEM d'ailleurs au début,
qui est intéressante. Mais il faut aussi se demander comment on renforce nos collaborations internationales pour suppléer, par exemple, à des problèmes de manque d'approvisionnement ponctuels ici ou là, avec des partenaires qui soient des partenaires fiables ou en tout cas avec lesquels on peut déployer une perspective de solidarité politique pour l'avenir. Sur la relocalisation, euh, je pense que les questions critiques qui se posent pour aller très vite, c'est un, quel est l'espace géopolitique pertinent pour relocaliser? Et à mon avis, il y a deux critères importants. C'est il faut que ça ait la taille d'un marché, évidemment, parce que la viabilité économique est le sujet majeur, et de la pérennité. Et il faut, encore une fois, que cet espace géopolitique soit entretenu parmi des pays qui ont un espace politique commun, une solidarité politique, là encore. L'autre question critique, évidemment, c'est celle du modèle économique. Là aussi, pour l'aborder très rapidement, on a le choix en gros entre deux versions où on fait du protectionnisme, et c'est la pente la plus naturelle, hein. C'est-à-dire que si on veut relocaliser un certain nombre de productions en Europe, il va falloir qu'on prenne conscience que nos coûts de production sont très élevés dans la compétition mondiale. C'est bien pour ça d'ailleurs que tout ça, s'est délocalisé, hein, à cause des normes environnementales qu'on ne va pas regretter ici, bien sûr, mais on estime qu'elles ont enchéri de 30% à peu près les coûts de production, à cause évidemment du coût social aussi, hein, de l'emploi dans les pays européens. Donc, relocaliser en Europe, sous l'angle du protectionnisme, ça veut dire assumer qu'on va produire plus cher et qu'on va donc vendre plus cher. Et pour ne pas s'exposer à la compétition internationale, on va devoir fermer d'une certaine façon nos frontières. C'est toujours une attitude ou un choix difficile à faire parce que s'il nous arrive demain un pépin, est-ce que nos copains qu'on a mis dehors vont toujours être là pour suppléer nos besoins? Et puis parce qu'on s'expose à des mesures de protectionnisme inverse. On voit déjà ce que font les Américains à cet égard. L'autre voie, moi, qui me paraît intéressante, qu'on n'a pas suffisamment explorée de mon point de vue, c'est celle de la compétitivité, notamment versus la Chine et l'Inde. Moi, je suis frappé de voir que quand on regarde ça, et je l'ai fait de manière chiffrée, le gap de compétitivité s'est amenuisé du fait de l'enchérissement des coûts de l'énergie, du fait de l'enchérissement des coûts de transport, de shipping, on se fichait de cela avant, mais là, c'est pas neutre, du fait du coût non matériel, mais du coût carbone notamment de ces transports. Et on aurait un dernier effort à faire pour devenir carrément compétitif, et je pense singulièrement à la France, très mal placée sur ce sujet, c'est la fiscalité. Si on avait une fiscalité incitative, c'est-à-dire en gros zéro fiscalité pour les médicaments auxquels on tiendrait absolument à relocaliser, et bien, croyez-moi, le gap de fiscalité est tel vis-à-vis des coûts des pays plus lointains qu'on arriverait clairement à devenir compétitif. Voilà ce que je veux dire sur les grands enjeux de la relocalisation, qui encore une fois ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la réponse à l'autonomie. C'est quoi la fiscalité, Eric? Qu'est-ce que vous entendez par là? De quel impôt vous parlez? Écoutez, même si la France a fait des efforts dont l'industrie pharma a pu bénéficier, comme tous les autres, sur la diminution de la fiscalité de production, le secteur pharmaceutique est impacté par une dizaine de taxes sectorielles qui ne sont faites que pour lui, hein, et qui font de nous encore, hein, le LEM, l'organisation syndicale de la pharma que vous connaissez en France, fait des études annuelles sur le sujet avec PwC et qui montrait qu'on était encore champion d'Europe en matière de fiscalité du médicament. Bon, ça n'étonnera personne, hein, ça rejoint évidemment, mais quand même une dizaine de taxes sectorielles, c'est beaucoup. Et puis vous avez tout ce qui est de l'ordre du parafiscal. Vous savez que ce que l'on appelle la clause de sauvegarde en matière pharmaceutique, qu'on peut considérer aujourd'hui comme une véritable taxe sur la croissance, hein, qui consiste simplement à vous prendre une grosse partie des coûts budgétaires qui ont dépassé ce qui avait été fixé dans l'ONDAM et à taxer l'industrie pharmaceutique de ce quantum. Tout ça pèse d'un poids qui est absolument considérable. Et ça, vous voyez, c'est à la mesure des États que de faire ces choix-là, hein, incitatifs. Et puis, le dernier élément que j'ai oublié de citer qui me rend, moi, optimiste, c'est que du côté des industriels, il y a beaucoup de marge de manœuvre aussi en matière notamment de gains d'efficience sur les coûts de productivité, hein. Et le très bel exemple de relocalisation de la production du paracétamol par séquence dont on a beaucoup parlé nous montre qu'on peut arriver aujourd'hui à produire à coût égal, voire même diminuer, en diminuant de 5 à 10 fois
l'impact carbone, d'une part, hein, donc valorisation de ce point de vue-là, et également en augmentant la productivité. Vous voyez, donc il y a beaucoup en matière d'innovation technologique à gagner d'efficience sur la chaîne de production. Tout ça, ça peut rebattre les cartes d'une compétitivité. Clotilde, sur ces questions de souveraineté? Oui, peut-être en complément, je vais être un petit peu moins optimiste peut-être que Eric. Effectivement, le dossier de relocalisation paracétamol dont je me suis occupée personnellement pendant 2 ans est un petit peu le contre-exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu à un moment donné, sous une forte impulsion politique, la possibilité de faire cette relocalisation, en plus pour un principe actif extrêmement symbolique, qui est à peu près le seul principe actif que connaît Monsieur et Madame tout le monde et qui parle à des citoyens. Donc sa portée symbolique et politique était une évidence et il était quelque part un petit peu indispensable, je dirais, pour le secteur d'être à la hauteur de cette attente. Pour autant, ça ne se serait jamais fait sans une impulsion politique et des aides, parce que c'est une information qui est publique, pour les acteurs qui se sont engagés aux côtés de Sequence pour faire réussir ce projet, qui sont effectivement 2 entreprises françaises. Après, honnêtement, je ne vois pas une entreprise pharma aller relocaliser quoi que ce soit dans les années qui viennent. Et finalement, moi, je pense que le sujet qui est clé aujourd'hui, et ça va rejoindre ce qu'on disait sur la souveraineté européenne. Et tu citais l'IPCEI santé qui s'appelle Med4Cure, Maxime, c'est tout le sujet. C'est-à-dire à un moment donné, entre plusieurs entreprises pharmaceutiques européennes, et des entreprises françaises en chef de file. On est allé voir la Commission européenne juste après la crise du Covid pour dire, écoutez, on entend, il y a la relocalisation, honnêtement, il y aura peut-être un ou deux trucs qui vont venir, mais on va peut-être arrêter de rêver parce que le coût, les normes, etc., fait qu'en plus, tout le monde est pour la relocalisation. Rediscutons de savoir dans le jardin de qui on met l'usine. C'est encore un autre sujet, hein. Donc ça, c'est quand même pas si simple. Mais en fait, ce qu'on a dit à l'Europe, c'est que le sujet, c'est commencer à localiser maintenant les technologies de demain, dont l'ARN messager. Et ce PIEC santé, en français ou IPCI en anglais, Med4Cure, il a un axe extrêmement important de constituer un consortium technologique de savoir-faire sur toute la chaîne de valeur de l'ARN messager, c'est-à-dire de la recherche et développement. Alors les PIEC, ça ne fait pas la R&D très amont ni l'académique. C'est à partir du moment où vous commencez à tenir quelque chose jusqu'aux premières étapes de production, pareil, cet outil le PIEC européen, c'est l'outil européen qui permet de débloquer les plafonds d'aide publique qui sont interdits par les règles du marché unique. Le PIEC est le seul outil qui permet de débloquer ces montants d'aide. On parle d'1 milliard d'aides là sur le PIEC santé. Euh, euh, Ça s'arrête aux premières étapes de prod, mais enfin, ça localise en Europe une techno clé de demain qui va pas faire que des vaccins comme on l'a connu pendant la Covid, qui va faire des traitements, notamment contre un certain nombre de cancers. De même que on a alerté la Commission et les capitales, parce que les entreprises pharmaceutiques parlent à la Commission et font aussi de l'advocacy et du lobbying dans les capitales des États membres, d'aller sur l'immunologie, l'oncologie, les nouvelles molécules. Donc, il s'agit aujourd'hui pour l'Europe de trouver les moyens de localiser la souveraineté de demain et donc pas la laisser se faire à Boston parce que là on parle pas de la faire en Chine, en Inde, là la guerre c'est de l'autre côté, c'est chez nos amis américains, ce qui est pas très simple en ce moment, mais en attendant si vous regardez très clairement le pôle d'attractivité number one en termes de biotech des ARN messagers, c'est Boston, il y a aussi San Diego, enfin il y a d'autres éléments, mais enfin c'est Boston qui est devant tout le monde. Comment on fait en sorte qu'on fasse ça? Donc le PIEC a été une très bonne réponse. Moi j'ai tendance à penser que l'Europe en fait peut-être pas assez. Oui, le rapport Draghi, oui, et rapport Draghi, il disait exactement ce qu'il fallait. Ça a été célébré par tous les lobbyistes de la planète. Quand on a eu le rapport Draghi, on a dit ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ça serait intéressant de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le PIEC, c'est un bon outil. Et je termine sur un point qu'on a peu abordé, mais qui est quand même clé, la réglementation. Donc aujourd'hui, si vous êtes vraiment un acteur pharmaceutique, vous avez devant vous, quand vous lancez un produit en Europe, je caricature, mais globalement, vous allez faire 27 fois des négociations d'accès au remboursement et des négociations de prix, ce qui est normal puisque ce sont les États membres qui financent leur traitement. Ça fait partie un petit peu du claim
des sujets prioritaires de défense du secteur au niveau européen, de dire que c'est pas très très commode, que c'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Et c'est souvent une des réponses qu'on donne au pouvoir public, parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne travaille sur un texte qui s'appelle le Critical Medicine Act, qui vise exactement à couvrir les sujets dont on discute depuis tout à l'heure, qui sont réduire les vulnérabilités, réduire les shortages, les ruptures, pardon, et un certain nombre d'éléments, et qui a mis dans la première version du texte, le texte est un peu mieux maintenant, l'obligation pour les laboratoires pharmaceutiques de lancer en 2 ans dans les 27 États membres en disant il n'y a pas de raison qu'un patient chypriote ait moins de chances qu'un patient allemand. Donc ça se comprend tout à fait d'un point de vue des pouvoirs publics. L'industrie pharmaceutique a commencé à dire oui, mais c'est compliqué, on va pas y arriver, bidule. Bon, parce qu'en fait, in fine, si vous regardez, et là je vais peut-être pas aller dans le sens de la défense de mon secteur, jusqu'à présent, notre secteur a plutôt aussi bénéficié du fait qu'il n'y ait pas une totale harmonisation des conditions économiques en Europe. Je vous donne un exemple. Il- on- N'importe quel labo qui lance un produit en Europe sait parfaitement qu'il faut démarrer par l'Allemagne parce que les prix en Allemagne ont une tendance un petit peu plus élevée que ceux de la France qui sont plutôt, eux, en queue de peloton. Si aujourd'hui on dit, OK, le marché européen est trop fragmenté, harmonisons-le, qu'est-ce qu'on fait en termes de prix? Alors ça reste la souveraineté des États membres, mais comment va se faire le nivellement? Est-ce que je pense pas qu'avec, en plus avec les débats Most Favored Nation en ce moment, que ce soit un nivellement par le haut, ça sera un alignement par le bas, et ça effectivement l'industrie pharmaceutique n'en veut pas. Donc en fait, honnêtement, la fragmentation sur certains critères, pas tous, nous rend service aussi et nous permet de faire des lancements successifs, qui permet aussi, et je le dis en toute transparence, quand vous lancez un nouveau produit, vous ne savez pas s'il va être adopté par les soignants, les établissements de santé. Donc votre production, au début, vous ne produisez pas dans vos usines ce qu'il faudrait pour couvrir la totalité des marchés. Donc vous démarrez avec des capacités de production qui vous permettent de lancer dans un, 2, 3, 4 pays européens après avoir servi les États-Unis. Et donc, vous avez aussi, ça laisse le temps industriel Donc, il y a des bonnes raisons pour décaler ces éléments. Donc, cette fragmentation, c'est un sujet un peu, voilà, c'est pas si simple. L'advocacy que nous faisons en tant que secteur n'est pas non plus pour une harmonisation totale. La commission travaille sur de l'évaluation clinique harmonisée au niveau européen. Elle a sorti un épouvantail à l'industrie pharmaceutique qui est les achats groupés. Donc il y a des sujets quand même sur la défragmentation de son marché qui sont très 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 politiques. Si je puis me permettre d'ajouter de manière un peu pointilliste trois éléments, mais que Eric et Clotilde ont abordés à certains moments. Euh, Eric a terminé sa présentation sur les trois défis, universalisation, souveraineté, financement de l'innovation. Financement de l'innovation, c'est très intéressant parce que quand j'ai pu parler de ce dont j'ai parlé de l'accès à l'innovation à travers notamment le développement clinique. Le financement de l'innovation, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez les levées de fonds significatives, celle d'Abivax par exemple, la plus récente, mais celle de Selectis avant Abivax, vous voyez qu'il y a un effet de levier, un effet cliquet, au-delà duquel l'Europe ne peut plus concourir. Donc en fait, ce qu'il se passe aussi, c'est que les Américains, qui ont effectivement en termes déjà de revenus, de volume, des éléments d'attractivité, viennent faire leurs courses et rachètent les pépites européennes Abivax ou Selectis, en obligeant, puisque tu parlais de Boston, Clotilde, en obligeant les entreprises non seulement à se financer par les fonds massifs des BlackRock et compagnie aux États-Unis, mais en leur obligeant aussi à avoir un siège social non loin de Kendall Place à Boston ou ailleurs, et des usines de production sur le territoire américain. Ils disent d'ailleurs que le siège social doit être à moins de 30 kilomètres du fonds qui a investi dans l'aventure. Et ça, nous n'avons pas même uni le levier financier, le muscle financier pour faire face à ça. Donc en fait, l'Europe finance les early stages, comme on dit en franglais, et les États-Unis viennent faire leurs courses. Ça, c'est dramatique. C'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que quand on parle des 5 secteurs prioritaires soulignés par le président Macron à la Sorbonne l'année dernière, vous avez des innovations produits, des innovations technologiques, puis vous avez des innovations transverses, des innovations de process. Or, mon point de vue, mais j'ai peut-être tort, c'est que malgré Mistral IA, c'est plié pour nous en matière d'intelligence artificielle. C'est dramatique parce qu'aujourd'hui, la molécule est aussi en partie le produit de la combinaison de la data et du développement biotechnologique. Les Américains et les Chinois ont un avantage significatif à tel point que nous dépendons aussi, si vous voulez, de l'électricité américaine et chinoise et qui pourrait décider de couper l'interrupteur si jamais nous devenions vraiment compétitifs en matière de données, en matière de protection de données et en matière d'utilisation des données pour optimiser les développements cliniques, l'efficacité des médicaments et les tests divers et variés. Dernière chose, Eric m'apprend, je pensais que c'était 6% du marché mondial, que la France représente 3% du marché mondial. Il faudrait prévenir les politiques d'arrêter de faire les malins. Parce que perdre 3% d'un marché, c'est pas si grave pour des multinationales. Et le secteur de la santé, lui, par contre, représente 6,5% des actifs en France. Donc on voit bien les rapports de force, si vous voulez. Et avec quelqu'un comme Trump qui parle clairement la raison du plus fort, nous sommes vulnérables. Ces trois réflexions que j'avais en vous écoutant, Eric et Clotilde, que je voulais ajouter au tableau pas si brillant du devenir de notre compétitivité et de notre géopolitique. Hmm. Éric, vous voulez réagir, non, par rapport à Oh, ça? simplement, je ne veux pas trop prendre la parole, mais effectivement, moi, mon propos, il s'inscrit en parfaite cohérence avec ceux de Clotilde et de Frédéric, bien sûr. Et au fond, ce qu'on a souligné, je me disais en les entendant, c'est l'importance de cette construction d'une Europe du médicament, au fond, qui n'a jamais d'ailleurs été dans les prédispositions de l'Europe quand elle s'est constituée, pas plus que maintenant, mais on voit qu'elle s'impose, et elle s'est imposée par divers actes de santé publique, notamment après la crise de la Covid. Il faut aller beaucoup plus loin, et il faut que l'Europe constitue un vrai marché attractif. Le sujet clé, c'est celui de l'attractivité. Regardez ce qui s'est passé et ce qu'a réussi à faire Donald Trump en augmentant euh, les taxes douanières sur le médicament à 15%, comme vous le savez. Eh bien, il a déclenché, avant même d'ailleurs que le chiffre soit tout à fait connu, hein, il a déclenché un mouvement pavlovien de réinvestissement sur son terrain. Des grands groupes pharmaceutiques américains, on peut le comprendre, évidemment, mais aussi des Suisses et aussi de quelques gros Français, hein, et un en particulier. Et on ne pourrait pas les blâmer. Comment se départir d'un pays qui représente 50%, pas loin, du marché mondial? Donc on voit que ce sujet est vraiment un sujet de rapport de force, tel qu'on le décrivait dans les fameuses MapMonde. Comment 25% du marché peuvent-elles lutter en compétitivité versus un géant de 45%. Et donc, il y a urgence à constituer ce marché européen. Et le marché européen, au fond, il amène deux enjeux. Celui de la taille, parce qu'il faut d'un point de vue populationnel, représenter une taille qui est critique. Et de ce point de vue-là, nous dépassons de 100 millions d'habitants les États-Unis, et celui de la valorisation. Donc on a un sujet de prix du médicament en Europe, et ce sujet-là, on ne peut pas le résoudre pays par pays. Donc il faudrait pouvoir en raisonner, mettre tous ces sujets sur la table dans les discussions internationales avec les États-Unis, y compris en ayant le courage de regarder le sujet de la différence de prix versus les États-Unis, mais du point de vue de l'Europe, en ayant une perspective totalement fondue européenne. Moi, je crois vraiment que les grands médicaments de demain ne pourront se lancer que dans cette perspective européenne. Et là, et je termine là-dessus, il y a évidemment, comme le soulignait Clotilde, un chiffon rouge absolu s'il s'agit de faire une Europe économique du médicament, c'est l'Europe centrale d'achat,
parce que l'Europe centrale d'achat, ça conduit évidemment à l'Europe du dumping des prix, et on voit bien vers où on veut nous amener parfois, et ce serait la catastrophe en termes de raréfaction de l'offre derrière. Donc il faut faire une Europe du comité économique des produits de santé, si j'ose dire, une Europe qui raisonne du prix du médicament sur de multiples critères qui dépassent les seuls considérants économiques. Alors j'en profite pour vous relancer sur, puisque Eric, vous avez évoqué la question des tarifs. Euh, Comment vous voyez alors cet accord commercial UE-États-Unis, qui au départ on avait envisagé que les médicaments soient exclus hein, de la taxation supplémentaire de 15%. Finalement, je comprends que ça va être, il y a une partie des principes actifs, je crois, qui sont soustraits à la taxation supplémentaire, mais par contre, les médicaments sont pas complètement, et les produits pharmaceutiques sont pas complètement exonérés de cette taxation, ce qui pose, je crois, d'ailleurs un problème pas mal pour les Irlandais. Je crois qu'ils ont beaucoup profité je dirais, de cet accord, enfin, en tout cas de la taxation faible pour développer leur production et exporter vers les États-Unis. Donc, comment vous voyez un peu l'implication hein, de cet accord sur l'industrie européenne, sur la compétitivité européenne, sur les échanges? Vous évoquiez déjà des entreprises qui sont en train d'investir aux États-Unis. Quelle est votre évaluation par rapport à ça? Oui, mais si on reprend ça à travers des chiffres, hein, ça met en perspective. Euh, on constate que la balance commerciale des États-Unis, elle est déficitaire d'un point de vue pharmaceutique. C'est quand même pas commun. Ils ont les prix les plus élevés du monde. Ils ont une balance commerciale déficitaire de 187 milliards de dollars, si j'ai bonne mémoire. Et quand on regarde au profit de qui cette balance commerciale est déficitaire, c'est essentiellement au profit de l'Europe. Donc il faut avoir le courage de regarder ces chiffres-là aussi, hein. Sur les 280 milliards en gros de dollars d'importation pharmaceutique, 70% proviennent d'Europe. Et je le disais, 70% de ces 70% sont des produits finis. Donc voilà comment le monde s'organise aujourd'hui. Donc on a légitimement des États-Unis qui, et c'est peut-être, vous posiez la question des erreurs qu'aurait pu faire l'Europe, ça a été peut-être d'avoir un raisonnement trop égocentré en matière de souveraineté, de ne pas s'être dit, ben, tous les autres continents vont chercher aussi à être souverains, et puis de l'avoir trop localisé, comme le disait Clotilde, focalisé sur les produits matures. C'est aussi la souveraineté des produits innovants de demain. Mais effectivement, je pense que enfin, tout est assez cohérent dans la politique menée par les États-Unis que de vouloir, on ne pourrait pas leur reprocher, se préoccuper de leur propre souveraineté. Le drame, c'est qu'on est rentré dans un jeu de compétitivité qui consiste à ramener la couverture des relocalisations des investissements à soi. Et comme vous savez que la poche des investisseurs n'est pas extensible, si les investissements se dirigent vers les États-Unis, eh bien c'est autant qui ne seront pas réalisés en Europe. C'est ça aujourd'hui le drame et la difficulté à laquelle nous devons faire. Donc encore une fois, l'enjeu européen majeur, c'est celui de l'attractivité pour les Européens. Et cette attractivité, elle se fera en constituant une Europe européenne du médicament d'un point de vue populationnel, épidémiologique et économique. Frédéric, Clotilde? Peut-être très rapidement sur les tarifs, oui, tu as raison, Maxime. Effectivement, les médicaments sont dans l'accord UE-US de 15%. Ils ne sont pas exclus, malgré les efforts des uns et des autres pour que ça soit le cas. Oui, l'Irlande, typiquement, fait partie des plaques qui a, sur la durée, investi le champ biopharmaceutique pour être attractif au sein de l'Europe. Donc, typiquement, sera plus touché. Oui, effectivement, très rapidement, Eric, tu le disais, dans l'espèce de période encore plus hectique qu'aujourd'hui, avant qu'on ait l'accord de l'UE et des US sur les tarifs, les boîtes mondiales, et effectivement pas que les boîtes américaines, ont dit si, 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 on va aller continuer à investir aux États-Unis en espérant que ça puisse suffire. Ça n'a pas suffi. Voilà, après, c'est une politique hyper claire de Trump. Après, on en pense qu'on en veut sur les effets à moyen terme. Mais en attendant, reprends mon idée. Il a un objectif précis, mais les moyens en face. Alors après, les méthodes sont un peu particulières. Et puis, moi, j'ai une question peut-être pas philosophique, c'est pas le mot, mais plus général, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Maxime, est-ce que l'Europe en fait assez? Moi, j'ai tendance à penser
Et j'ai d'autres exemples de négociations politiques dans le secteur pharmaceutique du fait de mes fonctions, où j'ai tendance à penser que la Commission, comme certains États membres, quelque part, ne sont peut-être pas assez volontaristes sur un certain nombre de choses qui pourraient demander en contrepartie d'un coup de main, notamment vis-à-vis de la politique américaine. Je me demande si des acteurs comme la Commission ou des États membres forts n'ont pas quelque part un peu l- lâché en disant ah non, on peut pas imposer trop de contreparties au secteur. Et être peut-être pas assez ferme à la fois vis-à-vis des acteurs privés pour que finalement, dans le win-win qu'il a trouvé avec d'autres plaques géographiques, on y arrive un petit peu mieux. C'est plus une réflexion personnelle, mais j'ai tendance à penser que on aurait pu, et Frédéric, tu parlais de rapport de force. Je me demande si l'Europe aurait pas pu être un peu plus un peu plus punchy dans sa réponse à Trump, notamment sur les tarifs. Mais c'est plus une réflexion personnelle. En tout cas, c'est une question voilà, qui fait partie du débat, à la fois sur l'acceptation d'un accord asymétrique et puis sur le fait que est-ce que l'Europe a eu la bonne stratégie je dirais, en cherchant, en évitant l'épreuve de force et voilà, en faisant des concessions assez rapides à l'administration américaine. J'ai deux autres questions du chat que je vous soumets. Alors l'une, c'est bon, c'est un peu lié au sujet qu'on a déjà évoqué, mais il y en a une sur sur l'implantation, le site d'excellence d'ARN messager de Sanofi à Lyon. Est-ce que c'est un bon exemple qui pourrait inspirer d'autres relocalisations européennes pour devenir à la fois autonome, indépendant, mais aussi compétitif? Et puis l'autre question, c'est sur est-ce qu'on a tiré les leçons du Covid? Est-ce que dans la prochaine crise qui va survenir, enfin si elle survient, on ne sait pas quand, mais est-ce qu'on sera mieux armé en termes de masques, de gants, etc., enfin de tout ce qu'il faut? Je comprends que même si il y a eu un labo allemand qui a contribué à l'invention du vaccin, c'est quand même pas nous qui avons inventé le vaccin du Covid. Donc est-ce qu'on est mieux armé aujourd'hui? Alors, je vais peut-être rebondir sur l'ARN messager. Oui, c'est un des bouts, c'est une des très belles avancées. C'est un dossier que je connais bien. Je vous parlais tout à l'heure de l'IPCEI Santé sur l'ARN messager. Effectivement, cette entreprise Sanofi est chef de file. Le pôle d'excellence ARN messager qui est en région lyonnaise où Sanofi est déjà implanté, il est intéressant au-delà de l'exemple de l'entreprise parce qu'il il met le doigt sur le fait que plus on incitera à faire de la recherche, et on parlait des études cliniques tout à l'heure, mais aussi il y a des autres phases de R&D, notamment la partie labo, plus on cherchera en Europe, plus on aura des connexions avec les KOL, avec les CHU, avec tous les acteurs qui vont utiliser le traitement après, le connaître, le recommander. Et donc en fait, effectivement, l'Europe va bénéficier d'une meilleure prise en charge des patients, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez évoqué ici. Enfin, c'est quand même, in fine, le sujet numéro un politique. C'est qu'est-ce que l'Europe veut aujourd'hui, parce qu'on a centré sur l'Europe. Ça vaut pour les Américains, ça vaut pour toutes les régions. On parlait de bien commun, si finalement, quelle est la responsabilité des pouvoirs publics de créer les conditions pour que ce bien commun qu'est la santé soit disponible pour deux grandes catégories de population, les soignés les malades et les soignants, parce qu'il faut aussi tenir compte de la soutenabilité des systèmes de santé. Donc oui, typiquement, plus un centre de recherche comme celui de l'ARN messager sur une technologie hyper porteuse sera proche de nos bases géographiques, mais ça peut être en Allemagne, ça peut être en Belgique, il faut arrêter de se battre entre États membres, plus on aura cette connexion avec les professionnels de santé qui sauront eux-mêmes faire évoluer les traitements, apporter leurs connaissances scientifiques et effectivement, in fine, ça répondra à l'objectif prioritaire qui est de soigner les gens. Donc oui, une très belle illustration de l'importance des connexions et des écosystèmes en matière de recherche dans la poursuite de la souveraineté. Alors peut-être pour compléter sur la question, qu'est-ce qu'on a retenu de la Covid et qu'est-ce qu'on a mis en place éventuellement, comment on en a tiré les leçons, je reprends un peu ce que je disais très rapidement dans mon propos introductif.
Il y a une première question qui se pose à chaque fois qu'on a une pandémie comme cela et qu'on veut mettre à disposition rapidement un médicament à l'échelle du monde pour tous les citoyens de la planète qui en ont besoin, c'est évidemment celle du prix. Et de ce point de vue-là, je vous le disais, on a accouché de ces considérations vraiment dans la douleur à travers l'expérience des premiers traitements contre le sida. Il y a eu un procès retentissant à Pretoria en 2001, je ne reviens pas là-dessus, mais les laboratoires pharmaceutiques ont beaucoup appris et ont mis en place des raisonnements véritablement et des pratiques très intéressantes qui ont fait qu'au moment où les nouveaux traitements de l'hépatite C sont arrivés en 2014, eh bien, il y a eu une politique dite de prix différencié qui a permis de les proposer à un prix euh, nettement moins cher dans des pays, je me rappelle 700 euros par patient et par an en Égypte, par exemple, alors que ces médicaments étaient beaucoup plus chers, évidemment, en Europe et encore plus chers aux États-Unis. Donc cette politique de prix différencié qui permet d'adapter la politique de prix en fonction des pouvoirs d'achat des populations auxquelles ces médicaments sont destinés, elle fonctionne. Et clairement, les vaccins de la Covid en ont bénéficié, et derrière, évidemment, les patients. L'autre enjeu, c'est celui de la capacité industrielle à produire, notamment quand il s'agit de pourvoir en médicaments des milliards d'habitants sur la planète dans un temps contraint. Et là, clairement, on n'est pas à la hauteur. Et on n'est pas à la hauteur parce que l'enjeu est un enjeu difficile, est un enjeu de moyen terme, et c'est un enjeu qui nécessite de mobiliser des ressources tout à fait considérables. C'est l'enjeu de l'industrialisation. Moi, il y a une expérience que je trouve extrêmement intéressante, c'est celle du Medicine Patent Pool, qui permet au fond de mettre qui est une structure de type associative, hein, on le disait, qui a été créée en 2010 par United et qui permet de mettre en relation les médicaments sont détenteurs des brevets des médicaments innovants, les laboratoires qui sont détenteurs des brevets des médicaments innovants, avec des laboratoires qui possèdent des usines. Bon, ça c'est déjà très intéressant parce que ce sont des accords évidemment basés sur la base du volontariat, comme tous ces accords, qui sont des accords de concession de licence, si vous voulez, à des laboratoires qui possèdent des usines et qu'on autorise temporairement, sous certaines conditions, à mettre en production les médicaments qui sont toujours protégés par ailleurs par leurs brevets. Donc il faut multiplier ce type d'accords. Quand ils ont été mis en place, ça marche formidablement bien et ça a permis notamment de produire 24 milliards de doses en fin 2021 de vaccins contre la Covid. Donc c'est un modèle intéressant, mais qui ne peut pas suffire. Il faut, encore une fois, industrialiser et industrialiser notamment les continents qui sont des continents en développement. Je pense à l'Afrique. L'Afrique n'est capable que de produire 1% des vaccins, qu'1% des vaccins dont elle a besoin. C'est pas normal. Il faut aussi se préoccuper de la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique et de l'ensemble des continents d'une manière générale. Et je termine sur cette considération, qui est une considération purement de santé publique. C'est peut-être ma part de médecin là qui s'exprime, mais moi je pense qu'une des leçons de la Covid, c'est avant tout de nous apprendre qu'au fond, la santé de chacun d'entre nous sur Terre ne sera jamais totalement à l'abri tant que la santé de tous les autres ne le sera pas. Et donc l'enjeu de souveraineté pharmaceutique de l'ensemble des continents est un enjeu qui regarde chacun des continents. Et c'est un peu cette phase d'immaturité que nous traversons dans notre relation avec les États-Unis aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à prendre conscience que les deux parties ont intérêt à se mettre autour de la table pour discuter de leur souveraineté respective dans des accords qui soient entendus et partagés. Et ça met au milieu de la table, évidemment, la question du prix du médicament. Peut-être aussi, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, la Chine, parce que en fait, pour connaître un peu mieux et paradoxalement la filière textile en Chine de l'intérieur, hein, la Chine est low cost mais high tech. À force de sous-traiter pour l'ensemble des industriels mondiaux, notamment dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter, ils ont maintenant des vraies compétences en matière de matériaux que l'on n'a pas en Europe. Et ils peuvent faire ça à moindre coût. Deuxième force de la Chine, tu en parlais, Eric, à l'instant même, c'est le passage à l'échelle, l'industrialisation. C'est tout à fait impressionnant. C'est des géants qui peuvent être très rapidement en mesure de produire sur des très très larges, très larges volumes. Enfin, troisième élément, c'est des gens qui sont à bas bruit pour le moment,
Mais comme le capital risque et les fonds d'investissement ne sont pas, en tout cas dans le domaine de la santé en Chine, très visibles, beaucoup des choses se font sur le plan universitaire, académique, financé par la Chine elle-même. Et Tsinghua, où un certain nombre d'institutions académiques deviennent des institutions de premier plan en matière de recherche biotech. C'est des gens qui vont pouvoir donc produire à l'échelle, qui vont pouvoir faire une combinaison low cost high tech et qui vont pouvoir également avoir probablement dans quelques années des capacités d'innovation radicales. On l'a vu d'ailleurs dans l'IA, hein, parce que DeepSeek a surpris nos amis américains. Avec moins d'argent, ils ont été capables de développer un concurrent international made in China. Mm. Et ils feront la même chose certainement en, en recherche biopharmaceutique dans les universités américaines. Jusqu'à récemment, en PhD, vous aviez en physique nucléaire et en santé énormément de PhD chinois qui Ouais. sont entrés au pays. Peut-être une question par rapport à l'Inde, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que c'est un acteur important sur cette production de médicaments, de principes actifs? Comment vous voyez sa place? J'ai entendu dire que justement parce qu'on a de plus en plus de protectionnisme avec les États-Unis, on pourrait éventuellement essayer de faire plus de libre-échange avec d'autres partenaires et en particulier avec l'Inde. Est-ce que vous voyez là un potentiel de coopération, de compétitivité, de souveraineté, coopération avec l'Inde? Bah, l'Inde aujourd'hui se positionne, alors on le disait, comme un des grands producteurs de principes actifs, mais moins que dans le monde, moins que la Chine néanmoins, et c'est un gros producteur de médicaments génériques. C'est un acteur majeur avec le Brésil. On a peu parlé d'ailleurs de cette source de production, de cette production des médicaments génériques, mais qui sont des médicaments qui intéressent une grande partie du monde, qui sont consommés très largement dans une grande partie du monde, y compris aujourd'hui dans nos pays évidemment développés, avec évidemment le contre-effet que ça produit et qu'expliquait très bien Clotilde sur d'autres intérêts dans les continents développés. Mais l'Inde se positionne essentiellement sur ces deux sujets. L'Inde aussi est un pays très innovant, on le sait depuis toujours dans le domaine du digital. Et donc, vous savez, les connivences qu'il y a et le facteur de développement que représente pour l'industrie pharmaceutique l'intégration de l'intelligence artificielle, donc peut-être aussi à surveiller de ce point de vue-là. Et l'Inde est un sous-continent, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui aujourd'hui embarque une sensibilité grandissante sur les causes environnementales. Et donc, c'est intéressant de voir que ça a quelques répercussions sur l'enrichissement de ses coûts, comme je le disais. Donc voilà, c'est un continent singulier qui est dans un essor démographique remarquable, qui est moins exposé au vieillissement que ne l'est son concurrent chinois à côté, et qui dépasse la Chine, vous le savez, en termes de démographie déjà. Et donc, bien sûr, c'est un acteur majeur, mais qui ne s'est pas positionné sur le créneau. Alors, à part peut-être le codicile du digital, euh, la Chine, voilà ce que mes collègues ont apporté des informations complémentaires. Aussi, interconnexion entre, hein, on parlait des diasporas chinoises qui ont appris beaucoup à l'aune ou à la lumière des universités américaines. Je crois savoir, y compris dans le domaine de la tech, de la medtech, biotech, les Chinois, pardon, les Indiens sont extrêmement bien représentés. Et bien évidemment, les connexions entre le pays d'accueil et le pays d'origine restent fortes. Je crois qu'en matière de tech, mais aussi dans la biotech, les Indiens sont les premiers, la première diaspora, si vous voulez, de la Californie. Hmm. Mais là, on en renvoie à nos amis diplomates qui connaissent bien ces sujets aussi
de diplomatie culturelle, des échanges académiques. On sait par exemple qu'il y a eu des accords assez importants entre la France et le Vietnam pour des échanges d'étudiants en médecine. Oui, bien sûr, ça fait partie de la connaissance et la diplomatie de la connaissance et via les diasporas, entre autres, et les étudiants étrangers. Elle est super importante dans son côté positif, puisque effectivement, c'est comme ça que on peut aider. On parlait d'Afrique tout à l'heure. C'est comme ça qu'il faut qu'on ait la responsabilité collective d'aider certaines plaques géographiques à monter en compétences et en connaissances pour qu'ils arrêtent eux-mêmes d'être dépendants. Ça, c'est un des sujets clés. Puis après, il y a le côté beaucoup moins rigolo qui est effectivement, on le sait tous, c'est une source d'espionnage industriel. Voilà, donc il faut aussi dire le pendant. Voilà, il y a de je vois aujourd'hui la différence de naïveté, je dirais, des entreprises, où je me souviens très bien, il y a très longtemps, on avait des stagiaires chinois qu'on prenait dans des services, dans des grands groupes, dans des départements. On disait, ouais, bon, d'accord, bon, et c'est un étudiant de telle école de commerce, il est chinois, certes, mais il est surtout d'une grande école, on va le prendre aujourd'hui. Je vous assurer qu'on est beaucoup plus prudent, qu'on a aussi beaucoup plus compris que ce côté-là, le côté très positif de la science est contrebalancé par l'espionnage industriel. On parlait de propriété intellectuelle tout à l'heure, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis peut-être rebondir sur la partie capacité de production dont tu parlais, Frédéric, ça fait aussi un peu le lien avec la question sur l'Inde. Juste qu'on garde en mémoire que la nature des productions dont on aura besoin demain, elle est différente. Aujourd'hui, alors là, par contre, je fais extrêmement attention à ce que je dis, parce qu'Éric, le médecin et le grand scientifique, les besoins en termes de volume et le type de production qu'on va avoir sur les traitements de demain, l'ARN-messager, l'immunologie, les traitements qui sont aujourd'hui vraiment les plus prometteurs, les anticorps monoclonaux, on parle plus du tout des mêmes sujets de gérer de grosses capacités avec des grosses usines. On est beaucoup plus dans de la tech et on n'aura pas les mêmes sujets de ramp-up, passez-moi l'expression anglo-saxonne, de monter en capacité de gros volumes que ce qu'on avait pu avoir sur de la chimie. Donc c'est une nouvelle donne. Donc nous-mêmes, il faut qu'on réfléchisse autrement à ce que c'est que sont les notions capacitaires de production pour les traitements de demain. Ce qui est intéressant d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, c'est de regarder comment la Chine résout la problématique des prix de l'innovation en matière de carticelle. La Chine vend ses carticelles aujourd'hui. Un carticelle, c'est des thérapies à la fois géniques et cellulaires, si l'on veut, hein, et qui se sont beaucoup développées ces 5 dernières années dans des indications de cancérologie notamment. euh, mais pas que, dont le champ d'indication va pouvoir s'élargir. Les carticelles sont issus du vivant et au fond, la Chine arrive à produire ces carticelles pour 70 000 euros par patient, là où l'Europe aujourd'hui les vend aux alentours de 350 000, hein. Et la différence, c'est que la Chine produit des carticelles pas au sein d'industries pharmaceutiques, hein, d'usines, mais au sein des universités ou des hôpitaux plutôt eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que ce sont les producteurs de soins qui produisent également les médicaments parce qu'au fond, ils ont le savoir-faire, hein. Au départ, c'est un médicament qui est issu d'une paillasse, hein. Voilà. Alors, ça pose évidemment la question des différences de prix et de la compétitivité, là aussi, mais très liée à celle de l'enjeu capacitaire. Parce que est-on capable de produire ce type de médicaments à l'échelle du monde à partir de paillasses hospitalières? Ça pose même la question de l'égalité d'accès des soins à l'échelle d'un pays aussi vaste que la Chine. Les carticelles produits par les hôpitaux de Shanghai sont-ils les mêmes que ceux qui seront produits un peu plus loin, etc. Est-ce qu'il y aura les mêmes capacités? Donc c'est compliqué, mais ces pays-là sont à la pointe aujourd'hui des productions de médicaments extrêmement innovants avec des modèles de coûts qui sont extrêmement bas. Et ils n'ont pas tout résolu, effectivement, quant à l'enjeu des capacités de production. Ça va être ça la limite de leur modèle. Mais moi, d'une manière générale, peut-être euh, poursuivre le raisonnement là-dessus, si, je ne sais pas, je ne voudrais pas prendre la place de questions qu'il y a, mais je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas assez, qui est celui du modèle économique. Et c'est peut-être ça l'intérêt de la géopolitique, du regard géopolitique sur le médicament, c'est d'accepter de sortir du court-termisme réactif de la manière dont sont gérés les événements aujourd'hui à l'échelle de la planète. Clotilde, tu le rappelais tout à l'heure, au fond, on est tous sur des enjeux immédiats de réponse. Trump nous fait ça, on va lui faire ça. Et si on prend un peu de distance
à la fois temporels et géographiques, on se rend compte qu'il y a des mouvements qui sont à l'œuvre, qui sont des mouvements de moyen et long terme, qui sont extrêmement structurants. Et celui peut-être d'une évolution du modèle économique qui passerait au niveau global, d'un modèle économique qui a été essentiellement ces 20 ou 30 dernières années drivé par les prix, vers un modèle qui demain sera drivé par les volumes, et donc qui pose et qui impose la question du niveau de prix des innovations, eh bien, ça va être peut-être le facteur de transformation et d'évolution le plus important, hein, et dont on ne parle pas immédiatement parce qu'il oblige à prendre beaucoup de recul et à réfléchir de manière plus large. Moi, et je ne traduis là que mon opinion personnelle, c'est l'avantage de mon statut actuel, euh, personnellement, j'ai une opinion assez disruptive en la matière. Je pense que le prix des médicaments innovants doit baisser d'une manière générale et qu'il baissera. Après, il faut être évidemment subtil et préciser les choses. Il y a deux prix au fond d'un médicament innovant. Il y a le prix facial, qui n'est plus qu'un signal donné sur les marchés internationaux, puis il y a le prix net, parce que vous savez que les laboratoires négocient des remises parfois considérables. C'est le cas notamment en France. En Europe, d'une manière générale, on a un problème de prix net trop bas. Vous savez, c'est comme les salaires, en fait, hein. Dire il faut augmenter les salaires, si on parle du salaire brut, ça n'a aucun sens. Le sujet, c'est le salaire net. En Europe, on a vraiment un sujet avec nos prix nets, le prix réellement payé au fond, hein, qui est trop bas et qui, effectivement, nous rend moins attractifs parce que c'est celui-là qui a un rôle moteur sur la croissance que l'on peut montrer pour être attractif. Par contre, il y a un problème général de prix facial trop élevé, en discordance par rapport à une valeur perçue ou d'acceptabilité sociétale, et qui, en plus, perturbe les équilibres mondiaux. On le voit à quel point. Alors, je reste un éternel optimisme, ça c'est par nature. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des éléments presque mécaniquement qui vont nous amener à le faire. Un, on va gagner beaucoup en termes d'efficience de production. Et aujourd'hui, c'est un drame. Si vous regardez le prix des thérapies géniques, qui est évidemment très élevé, ce prix, il est essentiellement motivé par le fait que la production est très peu efficiente, hein. On ne sait pas produire de manière efficace. On a une productivité qui est faible, on a beaucoup de pertes en ligne. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, des virus, etc. Mais donc les gains d'efficience sur la production d'innovation sont terribles, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. On va faire également des gains d'efficience en R&D, hein, où aujourd'hui on perdait beaucoup d'argent par les risques que l'on prenait. Un médicament en oncologie, à l'issue de sa phase 3, c'est-à-dire juste avant d'être commercialisé, a une chance sur deux de se planter. Vous vous rendez compte qui serait assez fou pour aller dans un business comme ça, hein? Donc, business extrêmement risqué. On va dérisquer la chaîne de R&D grâce à l'intelligence artificielle notamment. Donc, il y a des gains d'efficience à faire en production en intelligence artificielle. Le deuxième espace qui va nous amener demain à pouvoir envisager peut-être de raisonner du prix des médicaments autrement, c'est de revoir, mais ça il faut le faire de manière volontariste, le partage de la valeur et des risques au sein de la chaîne de R&D. Et on ne se rend pas compte à quel point l'introduction des startups dans ce modèle a tout perturbé. Et ça a été un formidable accélérateur de production d'innovation, hein, d'innovation en général, et ça, il ne faut pas le regretter, bien c'est grâce à ça qu'on a changé d'époque, hein, et qu'on a une dynamique d'innovation qui est sans précédent dans l'histoire du monde, mais en même temps, on a financiarisé pardon, cette chaîne de R&D, il faut accepter de le regarder, on a créé une surenchère capitalistique en introduisant un maillon au milieu entre, d'une part, ceux qui inventent, ceux qui sont à l'origine de l'innovation en première, qui sont les universités, les hôpitaux, et ceux qui ensuite développent et produisent, qui sont les industriels. Au milieu, il y a ceux qui font de la preuve de concept, qui font de la recherche translationnelle, comme l'on dit, qui transforment l'innovation en médicament. Et ça, c'est un maillon hyper capitalistique au sein d'une chaîne, puisque ces startups, elles se revendent ou elles revendent leur pipeline à prix d'or, et ça n'est pas sans effet sur le coût final du médicament, évidemment. Donc, mieux partager le risque et la valeur entre ces trois acteurs, c'est absolument fondamental pour l'avenir. Et puis enfin, je pense que ce que devrait faire en matière de coût de l'innovation des pays développés, et je pense là à l'Europe et singulièrement la France, c'est considérer l'achat de médicaments innovants, non pas comme des dépenses, mais comme des investissements. Enfin, et là, c'est dire ça, ça a l'air un slogan, mais en fait, c'est très fort en termes de conséquences. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer l'achat d'un médicament très innovant à travers un PLFSS, à travers un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui n'est rien d'autre qu'un compte annuel, qui est certes important, mais vous voyez, quand on parle d'investissement, on est obligé
de regarder évidemment la pluriannualité de la dépense. Et puis, ça nous amènerait à regarder, si on le considérait ces innovations comme des investissements, les externalités positives de ces innovations, qui vont certes coûter très cher au début, les premières années, mais qui vont faire des économies considérables par les impacts qu'ils vont avoir bénéfique en termes de santé. Vous savez, quand on a presque éradiqué l'hépatite C grâce au nouveau traitement de l'hépatite C, eh bien, on n'a plus de cancer du foie, beaucoup moins, en tout cas, ceux qui étaient générés évidemment par l'hépatite C. On a fait des économies d'hospitalisation tout à fait considérables, et ça se mesure, hein, et ça se prévoit. Donc, au fond, il faudrait financer les innovations comme on finance des autoroutes aujourd'hui, ou des avions, ou des trains, en regardant des perspectives pluriannuelles de retour sur investissement. Vous voyez ça? Donc, ces trois raisons pour moi, les gains d'efficience qu'on va faire dans les chaînes de production et dans la chaîne de recherche et développement, des efforts à faire pour mieux partager la valeur et le risque sur la chaîne de R&D et effectivement l'idée de financer autrement, qui pose la question des sources de financement, donc en pluriannualisant, en intégrant les externalités positives, pour moi nous amène à changer de modèle économique. Et au fond, pardon de cette petite insertion du sujet, mais je m'en serais voulu de ne pas le traiter. Bon, merci beaucoup Eric, merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on arrive, il est pile 19h30, donc on arrive à la clôture de de notre webinaire. Bon, c'est difficile de résumer tout ce qui a été dit parce que c'était extrêmement riche, à la fois en termes de géopolitique, de géoéconomie, et puis de tous ces enjeux de prix du médicament, d'innovation, de chaîne de l'innovation. Euh, J'espère que nos auditeurs sont mieux éclairés maintenant après cet échange sur toute la complexité et puis également des recommandations concrètes hein, qui ont été faites par plusieurs d'entre vous sur ce qui peut être fait. Donc j'espère que ce sera aussi utile pour ceux qui sont amenés à travailler dans les entreprises et aussi au sein des pouvoirs publics. Alors, le gros avantage, c'est que ce webinaire, bon, qui a été bien suivi, sera rediffusé. Il sera en replay, hein, comme tous nos webinaires. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu le suivre de vous écouter à nouveau ou peut-être de vous écouter sur des choses qu'ils n'ont pas compris. Et puis, donc, je vous remercie une nouvelle fois tous les trois, hein, vraiment, pour cet échange très riche. Et je signale qu'on fera probablement notre prochain webinaire sur la géopolitique de l'Asie. C'est pas encore tout à fait fixé, mais voilà, on indiquera à nos fidèles auditeurs dès que les choses seront fixées, la date et l'heure, probablement 18h, comme on a l'habitude de le faire. Donc merci Clotilde, hein, merci Eric, merci Frédéric. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Merci à Maxime, vous. merci Oui, à vous merci trois à pour vous ces tous. échanges très Au revoir. riches. Merci. Bonne Très bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir.